Normalement, là, j'ai partagé mon écran, donc les personnes à distance, vous devez voir ma présentation. Et j'espère que vous m'entendez tous. Alors, merci pour toutes les infos. Moi, c'est intéressant pour moi de savoir que certains vont avoir un marché qui va se renouveler, et aussi les sujets qui sont pour vous importants. Donc, j'ai retenu, il y a le côté carbone, le côté économie circulaire, et puis un peu le côté social. On va en parler durant ces 2 ateliers les prochaines semaines. Aujourd'hui, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur les grands principes de la commande publique responsable, de revenir sur la méthodologie pour que nous, on utilise, et qui en fait, c'est un peu égocentrique de s'approprier cette méthodologie, en fait, que tout le monde utilise plus ou moins la même manière en revenant sur les étapes cycle de vie d'un achat pour rédiger les critères et les clauses dans un marché. Donc on va revenir sur cette méthodologie-là qu'on va appliquer pendant les prochains ateliers. Et ça sera aussi l'occasion de vos questions sur cette méthodologie de création de critères et de clauses, et qu'on appliquera en détail pendant les prochains ateliers. Donc là, aujourd'hui, on va voir l'ensemble du cycle de vie de la fabrication d'un mobilier. Quand on va faire les ateliers, on va scinder les ateliers en 2. On va couper, je vous montrerai après les étapes cycle de vie, le cycle de vie en 2. Au premier atelier, on va parler de la matière et de la fabrication. Au deuxième atelier, on va parler de la fin de vie et l'utilisation du transport. L'idée, c'est qu'à l'issue de ces 2 ateliers, on ressorte avec des idées de clauses et de critères qu'on pourrait mettre, qu'on peut utiliser dans un marché en appel d'offres. Donc là, à la fin des ateliers, on aura des bribes d'idées. Et moi, après, mon travail, ça va être de compiler tout ça et de les rédiger sous un format qui serait presque copier-collable pour vos futurs marchés. Alors, je dis presque, parce qu'après, ce sera peut-être pas toutes nos idées ne seront pas forcément applicables à tous vos achats. On a parlé de mobilier pour la petite enfance, par exemple. On va avoir des sujets très précis là-dessus. Je ne suis pas sûr que tout ce qu'on va dire pourront s'appliquer à ce genre de mobilier. Mais l'idée, c'est que vous ayez quand même la méthodologie et une bonne base pour pouvoir vous approprier ce closier-là. Et de toute façon, à la fin des ateliers, vous allez aussi avoir une boîte à outils où on vous mettra en ligne les principaux textes, et puis aussi un benchmark de clauses et critères qui ont déjà été utilisés sur d'autres marchés, ou qui sont des clauses et critères qui sont en ligne, que vous pourrez réutiliser sur vos futurs marchés. Donc là, il est 14h25. J'ai une présentation qui doit durer 1h30 à peu près. Ça nous laissera du temps aussi pour répondre. J'ai prévu du temps pour les questions. Donc, ce que je vous propose, vu qu'il y a des personnes en ligne, des personnes qui sont en présentiel, c'est que les questions, je laisserai des temps dédiés aux questions. Donc, à la fin de chaque gros chapitre de ma présentation, je vous demanderai si vous avez des questions, pour éviter qu'il y ait trop de coupures, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas forcément la visibilité sur les personnes qui sont en ligne, donc je ne verrai pas forcément si vous levez la main. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est noter vos questions dans le chat, et quand ça sera au moment des sessions de questions, je pourrai les lire à ce moment. Très rapidement, sur la commande publique, je pense que je renfonce peut-être des portes ouvertes, mais ne sachant pas trop le niveau de maturité que vous aviez sur la région, je me suis dit quand même qu'on va y revenir sur les bases, parce que parfois, en formation, des personnes qui font la commande publique ne sont pas toujours très bien au fait de ce que les principales lois qui challenge les acheteurs dans la commande publique. Ce que dit la commande publique, c'est que l'acheteur a l'obligation, au moment de la définition de son besoin, de réfléchir à l'intégration des principes du développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Et donc, c'est-à-dire que dès la définition du besoin, il faut déjà anticiper les clauses que vous pourriez exiger ou les critères de sélection que vous pourriez avoir dans votre futur marché, et donner dans l'intitulé du marché. On y reviendra là-dessus un petit peu après. Sachez, et ça, j'ai encore beaucoup de retours d'acheteurs qui ne sont pas toujours au courant que la sélection sur les critères environnementaux et sociaux se font sur l'objet du marché. Et donc, on ne peut pas sélectionner une entreprise sur sa politique RSE. On ne peut pas sélectionner une entreprise sur sa politique environnementale ou sociale.
c'est vraiment ce qu'elle propose par rapport à sa réponse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a eu quelques cas de jurisprudence, je pense notamment à un marché à La Rochelle, je crois, où le marché a été annulé parce que le critère RSE, bien que la sélection ne s'est pas faite sur les rapports RSE des soumissionnaires, le critère était pas assez détaillé et le critère qui rapportait 10% des points était uniquement critère RSE. Et ce qui ne veut en soi rien dire. Et sur quoi? Est-ce que c'était sur le transport? Est-ce que c'était sur. Donc là, c'était pour la maintenance. Est-ce que c'était sur les produits utilisés pour faire la maintenance? Il y avait juste écrit critères de RSE, critères RSE. Donc du coup, dans les marchés, il faut vraiment bien spécifier qu'est-ce qui va être sélectionné dans la prestation. Et je vous invite aussi, vous, en tant qu'acheteur, vous avez un rôle à jouer auprès de vos soumissionnaires. Quand vous les rencontrez, si vous faites un peu de sourcing, vous rencontrez vos fournisseurs de temps en temps, de les sensibiliser à ce sujet-là, parce qu'encore beaucoup d'entreprises n'ont pas connaissance de ça, et ils ont tendance un peu à vous envoyer leur politique et sans répondre vraiment à ce que vous attendez. Et j'en ai fait l'expérience pas plus tard qu'il y a 15 minutes avant de venir. On est en train de répondre à un appel d'offres pour la ville de Lyon avec d'autres cabinets qui, eux, font du conseil en RSE de manière générale. Et pour répondre aux critères qui, pour le coup, très bien détaillés, ils ont juste envoyé leur politique RSE. Là, je leur dis non, il faut qu'on explique comment on va répondre sur les critères. C'est des critères de gestion des déchets, des critères de numérique responsable. Parce que je ne pense pas que les acheteurs vont lire vos 15 pages de politique RSE. Et nous, j'en ai encore beaucoup. Mais nous, quand on forme les fournisseurs, les entreprises qui répondent à des appels d'offres publics, beaucoup se découvrent quand on leur explique ça, qu'en fait, il faut qu'ils répondent exactement au marché et pas que. Et la politique RSE ne suffit pas. Donc voilà. Donc, elle est simple. Sachez aussi qu'il y a un certain nombre de lois qui sont plus ou moins récentes qui viennent challenger ou exiger de votre part un certain nombre d'exigences dans la manière dont vous allez construire vos appels d'offres. Je pense notamment à la loi AGEC ou à la loi climat résilience qui vont, donc la loi AGEC surtout qui est sur l'économie circulaire, qui exige qu'un certain nombre de marchés et des critères environnementaux. Et la loi climat résilience, qui là, pour le coup, c'est plutôt un objectif de manière générale au niveau de la France de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui vont se traduire derrière dans la commande publique, où on va derrière challenger la manière dont on va acheter par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. On reviendra sur l'exemple de critères, de clauses qu'on pourrait avoir pour challenger les soumissionnaires ou les titulaires sur leurs émissions de gaz à effet de serre. La loi Egalim, très rapidement, parce que ça ne va pas du tout nous concerner dans les achats de mobilier, c'est plutôt une loi qui est sur les achats de nourriture, la restauration collective, mais on a dans ces lois-là quelque chose de très exigeant, 50% de produits durables dans les achats de restauration collective, et donc ça va passer par des écolabels. Donc ça, je pense que vous savez, mais l'une des manières de vérifier qu'on a bien des exigences et environnementales dans les marchés, c'est d'avoir demander des écolabels. Et on verrait, on a un certain nombre sur le mobilier et sur les fournitures aussi de bureau de manière générale. Petit focus sur la loi AGEC, donc veut dire loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est cette fameuse loi qui, je pense que vous la connaissez, mais qui vous interdit un certain nombre de produits en plastique, notamment les pailles, mais qui est surtout, d'un point de vue professionnel, c'est plutôt pour la partie de la vie de tous les jours, mais d'un point de vue professionnel, demande à ce qui est, en fonction des typologies de marché, d'intégrer de la matière recyclée ou des produits issus de l'économie circulaire, finalement issus de produits reconditionnés, remanufacturés ou réparés. Donc ça veut dire qu'on va avoir des clauses et des critères qui vont privilégier certains types de produits. Soit on va demander des matières recyclées, on peut demander un pourcentage, on peut demander une quantité, ce sont des pourcentages qui est demandé, ou alors avoir un pourcentage ou une entièreté de produits issus de l'économie circulaire. C'est un
pourquoi c'est un vrai sujet, cette loi AGEC, et pourquoi elle est assez ambitieuse? Parce que la commande publique, c'est 200 milliards d'euros à peu près, ce qui est énorme et c'est une vraie manière de bousculer les pratiques des entreprises. Et d'ailleurs, depuis ça, on a énormément de clients qui viennent du privé qui viennent nous voir en disant bah, on perd des appels d'offres parce qu'on n'est pas capable de faire du reconditionné ou on n'est pas capable de faire du recyclé. Aidez-nous à faire de l'éco-conception, à aller chercher des fournisseurs qui nous proposent de la matière recyclée. D'ailleurs, mais on a un niveau de maturité des entreprises sur ce sujet-là. Alors, autant sur la partie économie circulaire, ça commence à avoir de plus en plus d'acteurs, mais autant sur le côté avoir de la matière recyclée, on est assez loin. Et donc, il ne faudrait pas sur ces critères-là sinon il y a un risque d'avoir des marchés qui seraient infructueux. Je crois que j'ai entendu quelqu'un en parler tout à l'heure. Je crois que c'était vous. Ouais. Je ne sais pas si c'était pour ça. Non, c'était principalement sur des marchés réservés, en fait. Et donc, bon, là, j'ai sorti certaines exigences des différentes lois que vous avez présentées tout à l'heure. J'ai mis en gras les exigences qui vont concerner les fournitures et le mobilier en 2025, même si ce n'est pas du mobilier ni des fournitures. Une obligation d'achat de lave-linge neuf avec des dispositifs qui vont retenir les microfibres plastiques. En 2023, la prise en compte de l'indice de réparabilité dans les achats de produits numériques, donc les imprimantes, les ordinateurs, les téléphones, si ça rentre dans une partie fourniture de bureau, ça peut être un sujet pour vous. Cet indice de réparabilité, il commence à être appliqué par un certain nombre de distributeurs, notamment la Fnac et Darty. Ce n'est pas encore le cas chez tout le monde. Manutan aussi, commence à essayer de l'appliquer, mais c'est compliqué, c'est complexe, et on est en 2023 et il y a encore un grand nombre d'entreprises qui ne sont pas capables d'avoir cet indice de réparabilité. Enfin, les distributeurs ont du mal à exiger ça de leurs propres fournisseurs. Donc vous, en tant qu'acheteur, il faut être un peu souple là-dessus et plutôt mettre des critères de sélection sur leur capacité à fournir ces indices de réparabilité, plutôt d'exiger l'indice de réparabilité et d'exiger une note minimum. Et en 2026, ça va être l'indice de durabilité sur l'ensemble des produits. Et là, pareil, je pense que 2026, on n'y sera pas. Mais vous pouvez dès maintenant le challenger. On en reparlera pendant les ateliers. Hein. Mais c'est aussi le rôle de la commande publique de challenger les fournisseurs et leur indiquer que plus tard, ça va être une vraie exigence. Et donc, déjà dès maintenant, les sélectionner en mettant un critère, même si ça ne rapporterait pas beaucoup de points dans le RC. D'avoir des critères sur ces sujets-là pour leur dire que ça leur permet aussi de comprendre qu'il faut qu'ils se mettent à la page s'ils veulent gagner des futurs marchés. Personne n'est encore en vraie capacité d'avoir cette indice de durabilité. Lutter contre l'obsolescence programmée, l'obsolescence logicielle. Donc, ce n'est pas trop un achat de mobilier, mais ça peut rentrer dans certains achats de bureautique. Ça, c'est la loi REEN, qui demande ça. Et c'est éviter justement des mises à jour qui rendraient obsolètes certains ordinateurs. C'est vraiment d'éviter l'obsolescence du matériel informatique. Et avoir des objectifs contraignants sur la réparation, la réparabilité et le recyclage en numérique. Et enfin, on a, et ça c'est le paragraphe du milieu avec la loi AGEC qui demande d'avoir de la matière recyclée ou du réemploi dans les fournitures de bureau. Donc là, je vous ai mis des exemples. Normalement, c'est applicable dès maintenant. De produits recyclés dans les fournitures de bureau, avoir 20% de produits en réemploi ou en réutilisation dans les téléphones mobiles et fixes, avoir du papier d'impression à 40% issu du recyclé et bâtiment, c'est pas trop un sujet-là, mais dans le préfabriqué, avoir 20% de produits en réemploi, en réutilisation. Donc ça, c'est les exigences qu'on a qui seraient normalement applicables dès maintenant avec la loi AGEC. En toute transparence, je pense qu'on y va. Il y a encore assez peu de fournisseurs qui sont capables de répondre à toutes ces exigences-là.
Donc, c'est de leur montrer que c'est un sujet et qu'il faut qu'ils soient prêts le plus rapidement possible. Là, vous avez toute la problématique aussi, c'est de travailler avec des entreprises locales, des PME. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, et ça, on en parlera pendant les ateliers, essayer de trouver le bon critère qui ne pénalise pas trop les petites structures, parce qu'elles ne sont pas encore matures pour y répondre, parce que vous allez avoir forcément des gros qui, eux, sont capables de le faire. Mais de leur dire que ça va être un sujet pour eux plus tard et essayer de les inciter à se mettre en démarche. Est-ce que sur la partie loi, vous avez des questions, des remarques, ou peut-être même compléter le message, ou peut-être des expériences sur certains de vos marchés que vous voulez partager? J'ai des noms. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont à la distance? Il y a rien dans le chat. Pour l'économie circulaire, donc je pense que ça, j'apprends rien à personne. C'est composé de 3 domaines d'action avec 7 piliers. Les 7 piliers, c'est un approvisionnement durable, de l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, consommation responsable avec la partie achat, l'allongement de la durée de vie, durée emploi, durée de la réparation, de la réutilisation, et enfin du recyclage. Et on va, dans notre atelier, aborder, on ne va pas tous les aborder parce que ça ne fait pas forcément sens, notamment l'écologie industrielle et territoriale, ça va être un peu compliqué sur des achats de mobilier. Mais l'éco-conception, la consommation durable, l'allongement de la durée de vie et le recyclage vont être des sujets qu'on va aborder sur l'économie circulaire dans nos 2 ateliers. Pourquoi c'est un sujet, l'économie circulaire? Parce qu'en fait, on produit de plus en plus de déchets et surtout parce qu'on consomme de plus en plus de matières et de produits, mais surtout parce que le produit que nous fabriquons, que nous consommons, eux-mêmes génèrent énormément de déchets. C'est-à-dire qu'il fait une dizaine de kilos, on a mobilisé 2,5 tonnes de matière, qui sont autant de matières qui vont devenir des déchets. Pour un lave-linge, c'est le même chiffre. Pour un frigo, on est un peu en dessous. Le vrai chiffre le plus flagrant, c'est pour le téléviseur, c'est celui qui est le moins lourd, mais qui génère le plus de déchets sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est 2,5 tonnes, c'est lié à l'extraction de toutes les terres rares et tous les métaux qu'on va retrouver dans la conception du produit. Donc là, c'est un téléviseur, mais on a les mêmes ordres de grandeur sur un téléphone et sur un ordinateur. C'est moins vrai sur un bureau, une chaise ou d'autres types de mobilier, mais sur les fournitures plutôt électroniques, électriques, c'est un vrai sujet. Mais on a quand même énormément de matières mobilisées pour la fabrication de mobilier. Un exemple alors je l'ai mis là, mais en fait j'aurais pu le mettre plus tard dans la session, mais on a de plus en plus de sujets sur de plus en plus d'entreprises et qui sont soumis au code de la commande publique comme la SNCF, mais aussi d'entités de villes ou de régions qui pris ces sujets-là et qui essayent de travailler avec les fournisseurs, les titulaires, pour essayer de vraiment être dans un cercle vertueux. Là, c'est l'exemple de la SNCF. Quand ils ont démantelé donc la SNCF, il y a 4 ans, ont lancé un appel d'offres pour renouveler des TGV. Il y en a quelques. D'ailleurs, les nouveaux sont arrivés l'année dernière. Et en même temps, ils ont démantelé les tout premiers TGV qui ont été mis en ligne qui ont été mis en service dans les années 80. Et en démantelant ces TGV, ils se sont rendus compte qu'il y avait une pièce qui n'avait pas bougé, qui était toujours en très bon état, qui est la pièce que vous voyez en photo, qui sert à faire le lien entre les wagons. Donc là, c'est une forme un peu d'entonnoir, et il y a une boule qui se met dans l'entonnoir et qui s'articule ensemble, et ce qui permet de faire le lien entre les wagons. Et en fait, cette pièce, elle avait été à l'époque surdimensionnée parce qu'elle était dans un coffrage et dur d'accès pour la maintenance. Donc, pour éviter d'avoir démonté tout le wagon pour pouvoir accéder à ces pièces-là, ils l'ont surdimensionné. Donc, au moment où ils ont démonté les TGV, ils se sont rendus compte que ces pièces étaient intactes. Et donc, ils ont demandé à l'entreprise qui fait les nouveaux TGV, je crois que c'est Bombardier, de l'intégrer dans leur futur TGV. Et donc, il a fallu la reconditionner, et notamment changer la partie en noir qui est en caoutchouc, qui pour le coup, cette partie-là était
était abîmée. L'autre partie qui était en acier était en très bon état. Donc, ils ont refait un appel d'offres. Ils ont bien évidemment retravaillé. Donc, ils ont cherché les premières entreprises qui avaient fait cette pièce-là. À l'époque, il y en avait 3, et sur les 3, il y en avait 2 qui avaient disparu, qui avaient mis la clé sous la porte. Il n'en restait plus qu'un qui était en pas très bonne santé financièrement. Donc, ils ont travaillé avec cette entreprise et ils ont lancé un appel d'offres pour trouver 2 autres entreprises pour absorber le flux de pièces à reconditionner pour ensuite les mettre dans les nouveaux TG. Et donc là, on était sur une démarche assez intéressante d'un point de vue achat responsable parce que on faisait monter en compétence des nouvelles entreprises sur le reconditionnement on stabilisait financièrement une entreprise locale qui était en pas très bonne santé. Et puis surtout, on faisait vraiment l'économie circulaire et on diminuait l'impact par 2 de l'impact carbone, notamment de cette pièce. Et donc voilà, là c'est quelque chose de très particulier qui sort un peu des sentiers battus, mais quand on a ce genre de il ne faut pas hésiter à s'approprier le sujet, même si ça demande ça demande énormément de temps aux acheteurs et aussi de bien faire le marché parce qu'on était quand même sur quelque chose d'assez particulier. Premier point sur la partie législative et sur les nouvelles exigences de la commande publique en ligne, public responsable. Il y a des obligations en fonction de la forme du marché dans les exigences que vous avez demandées. Donc, vous êtes obligé d'avoir des spécificités techniques environnementaux et sociaux. Vous avez l'obligation, quelle que soit la forme du marché, d'avoir des critères environnementales et des conditions d'exécution environnementale. Et pour les conditions d'exécution sociale, ça va dépendre de la forme du marché. Sur les procédures adaptées, ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Donc nous, bien évidemment, on encourage le plus possible de les intégrer, même si ce n'est pas toujours évident. Et après, et ça c'est nouveau, il y a une possibilité d'exclure du marché les entreprises qui n'ont pas... C'est une exclusion qui est facultative, quelle que soit la forme du marché. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau, ça date de l'année dernière. Le plan de vigilance, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est une loi, donc c'est une spécificité française qui va devenir européenne normalement l'année prochaine, qui oblige toutes les entreprises de plus de 100 000 salariés d'avoir un plan de vigilance. Ce plan de vigilance, ça c'est la loi de devoir de vigilance qui est sortie en 2017. Ce plan de vigilance, c'est demande aux entreprises d'évaluer les impacts sur l'environnement et sur le social et sociétal. Et donc, ils sont obligés de lister tous les impacts qu'a leur activité, que ce soit leur industrie en propre, mais aussi leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, ils doivent dire, nous, en faisant en faisant des TGV, on émet des gaz à effet de serre pour faire fonctionner nos TGV, on utilise de l'acier, on utilise des métaux rares, et donc on génère tout un tas de pollution parce qu'on va acheter tout ça en Asie. Il y a un risque de faire travailler des enfants aussi parce qu'on achète des métaux qui viennent de pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés. Et puis, sur nos TGV, on a de la maintenance et donc nos salariés ou nos sous-traitants sont exposés à des risques chimiques, des risques d'électrocution, des risques d'accidents du travail parce qu'ils travaillent ils ont là, je présume, très grossièrement, mais c'est ça. Donc, en fait, c'était tous ces impacts-là. Et ensuite, d'expliquer les actions qu'ils mettent en place pour limiter ces risques. Donc, ça, c'est une obligation pour toute entreprise en France. Et vous, en tant qu'acheteur, quand vous avez une entreprise qui est soumise à ces lois-là, vous pouvez leur demander leur plan de vigilance. Et s'ils ne l'ont pas, ils les excluent du marché. C'est-à-dire qu'ils sont hors la loi et qu'ils n'ont pas rédigé leur plan de vigilance. On ne vous demande pas de vigilance, c'est bien. D'ailleurs, il y a des entreprises dont c'est leur métier de faire l'audit. Mais au moins de s'assurer que vos titulaires ont bien leur plan de vigilance.
Donc, je répète, hein, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont soumises à la loi de devoir de vigilance et qui doivent avoir un plan de vigilance. Il y en a entre 100 et 150. C'est toute entreprise de plus de 5000 salariés en France, ou 10 000 avec leur filiale à l'étranger, mais qui ont un siège social en France. Et cette loi-là, qui date de 2017 en France, est en discussion actuellement au Parlement européen et a déjà été votée en début d'année. Et maintenant, ils sont dans les discussions de vraiment plutôt comment ça va se retranscrire dans le droit européen. Et ensuite, chaque pays européen devra la retranscrire dans leur propre droit à eux. Donc, on aura un équivalent dans l'ensemble des pays européens, si on veut bien jouer le jeu, d'ici 3-4 ans, équivalent à la loi française. Et d'ailleurs, la loi européenne a abaissé le seuil à 2500 salariés. 2500. Cette loi, elle a été créée par le gouvernement de Hollande en 2017, suite à l'effondrement du Rana Plaza. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un immeuble qui s'est effondré au Bangladesh, dans lequel donc il y a eu des milliers de morts, parce que c'est en pleine journée pendant le travail. Donc là, on a retrouvé des étiquettes de vêtements de marque européenne. Il y avait H&M, il y avait C&A, il y avait aussi Leclerc, Carrefour. Il n'y avait pas ça aurait pu être là, cet immeuble-là. Et c'était des sous-traitants de sous-traitants, voire même sous-traitants de sous-traitants. Et en fait, la défense de toutes ces marques-là, c'était de dire qu'on avait des lignes de production au Bangladesh. Et donc, cette loi-là, elle est là pour... Elle ne peut plus dire qu'elle ne savait pas qu'il y avait un risque lié à leur activité, parce qu'ils sont censés lister tous les risques liés à leur activité. Et je finis là-dessus, juste pour donner un peu de contexte et pour connaissance sur cette loi-là, qui a quand même pas mal bousculé le marché dans le secteur privé. Si une entreprise elle n'a pas fait de plan de vigilance qu'on estime pas bon, elles sont attaquables. Et donc ça, c'est des ONG qui le font. Et actuellement, il y a Total, EDF et Casino qui sont en procès par des ONG parce qu'ils n'ont pas respecté le plan de vigilance. Total n'a pas indiqué qu'il y avait un risque que son activité participait au réchauffement climatique. Total, c'est un peu trop. Pour Casino, c'est lié à la déforestation en Amazonie parce que la marque Casino vend des produits carnés et des produits de soja qui viennent du Brésil. Or, la production de soja et la viande qui vient du Brésil est en général responsable de déforestation et ils n'ont pas pris en compte ça dans leur plan de vigilance. Donc voilà, les ont un sujet très, très précis. Et donc c'est pour ça aussi que ça a été retranscrit dans la loi pour les marchés publics, en demandant de vous assurer que les tutelles ont bien un plan de vigilance pour éviter qu'il y ait des mauvaises presses en disant que l'État travaille avec des entités qui ne respectent pas forcément. Est-ce que c'est clair cette slide-là? Ouais. Tout le monde. Il y a des personnes qui sont à distance. Alors, une question par rapport à la section précédente et 2 personnes qui disent que ça assure beaucoup. Donc, 3. Donc, il y a une personne. Éventuellement, en coupant votre caméra, ça irait mieux. Sinon, on peut peut-être tenter aussi de vous connecter si vous avez accès au réseau Maximilien. Je peux toujours vous communiquer le mot de passe pour voir si ce sera mieux qu'avec votre téléphone. Là, j'ai réussi à me connecter avec le réseau Maximilien. Je suis sur le visiteur. Ah oui, enfin, là, c'est le visiteur. En fait, l'avant-dernier, vous avez Maximilien, ce sera peut-être de meilleure qualité. Si vous avez le mot de passe. Alors, je le note à l'écrit parce qu'il est un peu particulier. Alors, je vais me perdre en ce temps. Oui, je vais.
suis connecté. Et je vais... Là, vous me voyez en ligne sur le Teams. Alors. Ouais. Avec le partage d'écran aussi. Ok, super. Donc normalement, j'ai coupé ma caméra aussi quand même, mais je pense que c'est... Le son semble meilleur. Vous nous le confirmez? C'est... Et du coup, il y avait une question. Il y avait une question. Alors, où était cette question? Sur la... C'était à l'issue de la première partie, une personne demandait s'il peut y avoir une corrélation entre l'éco-participation et les critères de choix. Qu'est-ce que vous appelez l'éco-participation? C'est vague, c'est comme terme. Ouais. La taxe? Je pense que c'est ça, mais on va peut-être demander confirmation. Normalement, non, parce que l'éco-participation, si c'est la taxe qui est normalement souvent liée aux emballages ou à la fin de vie, le traitement en fin de vie d'un achat, c'est une obligation légale. Et donc, on ne peut pas sélectionner un solutionnaire sur quelque chose qui est obligatoire. Vous pouvez l'exiger, le rappeler en clause dans le marché, mais on ne peut pas faire de la sélection sur quelque chose qui est obligatoire, qui est obligé par là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense, oui. Wow. Sinon, ça répond. Super. Merci. Oui, allez-y. D'après moi, Jacques, ce que je n'avais pas vu du tout, c'est qu'il y a une obligation d'exécution sociale, des appels d'offres, etc., avec 4 exceptions dans les marchés de travaux inférieurs à 6 mois. Oui. Je ne l'ai pas vu du tout dans les lois. Et j'ai fait une formation il y a 3 mois au CFPT avec un juriste. Et nous en pratiquement parlé. Alors ça, c'est pas dans la loi ALEC qui est cette obligation sur les conditions d'exécution sociale, c'est sur la loi climat et résilience, il me semble. Ils n'en ont pas parlé? Pas du tout. Et sachant que la clause sociale, principalement, se fait sur les travaux, et sur les travaux de 6 mois, ça. Voilà. Ok. Bah, je dirais, je vous enverrai la source de ça. Okay. Je vais partager avec mes collègues facilitateurs, je pense que ça va leur faire plaisir. Je recheckerai en interne, parce que c'est pas moi qui ai fait cette slide-là, de où ça a été sorti, mais ouais, je vous donnerai le... Ok. Parce qu'en général, on fait l'inverse. Sur les... Bon, on met très peu d'options sociales sur les appels d'offres. Sont plus de... Enfin, tout ce qui est formalisé, c'est plus compliqué à mettre en place. On le fait sur les mapas. Donc, le montant est élevé pour les clauses sociales. Donc, généralement, nous, nos clauses sociales, elles sont quasiment que sur les affaires. Je parle de clauses sociales, pas de marché réservé, pas de marché ESA, tout ce genre de choses, mais nous, oui, mais enfin, quand je parle de concession, par exemple, c'est compliqué de mettre en place. Ah oui, sur le DSP, oui, c'est compliqué. Voilà, on ne sait pas. Alors, c'est de la preuve. Votre slide, c'est bien vu. Et nous, on fait de l'insertion, y compris sur le mapping. Ah non, bah non, c'est principalement dès que c'est possible. Oui, après, dès que c'est possible. Dès que c'est possible, on a tendance majoritairement à prioriser les marchés où le volume financier, le volume horaire attendu, le volume, en fait, la masse des travaux, la masse de ce qui est attendu. Et on le fait sur les marchés de déménagement, même si c'est des MAPA, parce qu'on sait que sur un marché de déménagement, les marchés de travaux, on les tape sur MAPA. D'accord. Voilà. Mais il y a certains marchés il y a certains MAPA, on en a un qu'on a passé dernièrement pour une ville, hein, puisqu'on est mutualisé. Et au vu des montants, c'était pas du tout intéressant de faire l'insertion. Voilà. Donc, ils nous ont dit bah non, parce que c'était pas le jeu. Mais autrement, on fait dans le marché de nettoyage en insertion. Non, c'est dans le marché de nettoyage en insertion. Le nettoyage, ça marche. Ça marche pas mal, ça. Oui, c'est vrai.
L'insertion et marché des collèges, c'est un peu, je crois que c'est le marché cible pour tout le monde. Ça marche nettoyage des locaux, insertion sociale, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Je vous enverrai. Mais oui, ça m'intéresse d'avoir les sources parce que oui, ça fait même pas 6 mois que j'ai fait la formation CFPT avec un juriste spécialisé et plus environnementale et sociale. Et alors, il y a une personne dans le chat qui note que condition d'exécution sociale n'est pas forcément une clause d'insertion professionnelle. Oui. Donc, peut-être que c'est là Oui, c'est peut-être la subtilité. Effectivement. C'est peut-être ça la subtilité. C'est peut-être que là, on est pas forcément sur l'insertion, ça peut être sur d'autres sujets. Je reviens. Quand on fera les ateliers, je reviendrai avec des exemples plus concrets. Parce que là, j'en ai pas. Ça peut être aussi sur de la formation, par exemple. D'avoir une obligation de former les personnes sur un sujet en lien avec la montée en compétences, des choses comme ça. Il faudrait peut-être aussi sur tout ce qui est égalité, etc. Peut-être lutte contre les discriminations. Pour les amnisties. On est tous preneurs en tout cas. Ouais, je reviendrai avec les exemples sur cette partie. Donc, ça, c'est l'intro. Là, on va rapidement parler de comment on intègre dans un processus achat la commande publique. Donc, il y a bien évidemment la rédaction du DCE avec les clauses et les critères, mais pas que. Et donc, même si les ateliers, on va vraiment être que là-dessus, je voulais aussi qu'aujourd'hui, on parle un peu des autres manières et les autres outils qui sont à disposition des acheteurs pour intégrer de l'environnement ou du social dans un marché, parce que il y a d'autres manières possibles qui sont tout aussi parfois intéressantes. Là, vous avez un schéma d'un processus achat très résumé avec l'expression du besoin, le sourcing, définition du besoin, la forme du marché, ensuite la constitution du DCE, puis après, consultation des offres, ensuite la passation de marché. Et en fait, quasiment dans chacune de ces étapes-là, on va avoir un côté, on peut utiliser des outils pour intégrer la commande publique responsable. Et je voulais, donc là, les ateliers les groupes de travail qu'on va aborder dans les prochaines semaines, ça va être surtout sur les étapes 5, 6 et 8, 9. Mais dans les étapes 1, 2, 3 et 4, on va aussi pouvoir intégrer de la commande publique responsable, notamment dans le sourcing. Alors, je sais que j'en parle rapidement, mais parce que je sais que ça fait peur aux acheteurs de faire du sourcing et de discuter avec les fournisseurs et potentiellement de futurs prestataires de développement durable et de sujets environnementaux et sociaux. Mais c'est important de le faire parce que ça permet de juger la maturité du secteur et d'avoir des critères ou des clauses qui sont en adéquation avec les capacités de réponse de vos futurs soumissionnaires. Et donc de prendre le temps, quand c'est possible, de les rencontrer, de voir ce qu'ils font, de voir leurs bonnes pratiques. Alors attention, ça ne veut pas dire que quand vous allez rédiger votre cahier des charges des CCPP, vous allez forcément vous appuyer sur ce qu'ils disent, mais au moins se rend compte si jamais vous demandez un pourcentage de matière recyclée ou demandez de l'économie circulaire, est-ce que vos prestataires historiques, est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Est-ce que vous n'avez pas demandé quelque chose qui serait trop compliqué? Donc c'est important de faire ça, et même nous, on a réalisé pour certaines, pour une ville, un questionnaire qui est envoyé en phase de sourcing à l'ensemble des fournisseurs sur leur démarche RSE, ce qu'ils font pour réduire l'impact carbone, ce qu'ils font en éco-conception, ce qu'ils font en politique sociale. C'est aussi vous donner de la connaissance et imaginer des choses, et après permet aussi d'imaginer des exigences qu'on pourrait avoir en allotissement ou en variante, et après potentiellement en critères et en clauses. Donc alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi quand je dis qu'en général vous êtes un peu frileux de faire du sourcing. C'est un peu la question que je vous dis. Après, on peut dire non, pas du tout, mais en tout cas, sachez, voilà, on ne vous interdit pas de rencontrer vos fournisseurs et de les questionner sur leur démarche et sur ce qu'ils font. Bien sûr, il faut en rencontrer plusieurs, du coup, et bien sûr, quand vous allez rédiger votre DCE, il faut que ça soit, qu'on voit bien que vous n'avez pas rédigé un cahier des charges spécifiquement pour une seule entreprise.
dans l'intitulé du marché, on va avoir une manière très directe d'expliciter aux futurs fournisseurs ou soumissionnaires ce que vous allez leur demander en termes d'exigences environnementales ou sociales. Donc, même dès l'intitulé du marché, vous avez du mobilier éco-conçu, du mobilier responsable, du mobilier sur l'économie circulaire. Donc ça, c'est même d'ailleurs maintenant demandé que dans l'intitulé du marché, on retrouve ces termes-là. Et après, dans la forme du marché, vous avez, j'ai quelques slides là-dessus, j'irai dans le détail. Vous pouvez, si vous avez du mal vous n'êtes pas sûr de la maturité de vos fournisseurs, vous avez peur d'avoir un marché infructueux parce que vous allez avoir des exigences trop, vous avez peur d'avoir des exigences un peu trop élevées en termes environnemental ou social, vous pouvez avoir des variantes, demander des variantes sur certains sujets ou allotir votre marché et d'avoir un marché alloti. Et très spécifique sur les sujets environnementaux. Je vous donnerai des exemples. Donc là, sur la définition du besoin, j'ai mis des exemples d'identité du marché, achat de meubles en bois issus de forêts gérées équitablement, on va même dire plutôt durablement qu'équitablement. Achat de mobilier issu de l'économie circulaire. Voilà, donc là, dès l'intitulé du marché, on a les définitions. Après, dans la forme du marché, vous avez plusieurs manières d'intégrer les achats responsables. Première manière, c'est l'allotissement. C'est beaucoup utilisé pour les sujets sociaux, d'allotir les marchés, sur une partie du marché, avoir quelque chose où on va travailler avec une ESA, avec une ECA. Mais on peut aussi avoir un allotissement uniquement sur un volet qu'on va appeler les verts. On va dire, là, on achète des fournitures, mais on a certaines fournitures qui sont vertes. On pourrait imaginer sur un achat de fournitures du bureau, avoir un allotissement uniquement sur le papier. On va exiger d'avoir du papier labellisé, FSC, PVC, ou voilà, exiger que ça. Et puis le reste, on n'a pas forcément d'autres obligations. Par contre, donc, à savoir sur l'allotissement, on ne peut pas imposer aux candidats de répondre à tout ou à une partie. S'ils veulent, ils peuvent répondre à tout. S'ils veulent, ils peuvent répondre à une seule partie du marché, mais on ne peut pas exiger soit l'un, soit l'autre des futurs candidats. Après, le désavantage de l'allotissement, c'est qu'on risque de morceler un marché, ce qui est compliqué ensuite pour nous en tant qu'acheteur de l'issue, parce que vous allez avoir plein de prestataires, potentiellement plein de prestataires différents. L'allotissement, c'est obligatoire, sauf si on est capable de prouver qu'on n'est pas en mesure d'assurer le pilotage et la coordination, que l'objet du marché ne permet pas de l'identification de prestataires bien distincts, que ça restreint la concurrence et que c'est techniquement difficile ou trop coûteux de réaliser l'allotissement. Et donc ça, à chaque fois, il faut être en mesure de le justifier. Donc l'avantage de l'allotissement, c'est que c'est là que je voulais venir, c'est qu'on peut favoriser comme ça l'accès aux PME parce que une PME n'a pas forcément la capacité de répondre à l'entièreté d'un marché, mais elles pourraient répondre de manière très précise, elles sont parfois même plus pertinentes que les grands groupes à certains types de marchés. Et donc là, vous pouvez avoir des PME qui vont se positionner que sur une partie du marché, que vous pouvez du coup favoriser les lots verts, la création d'un lot écologique pour des fournitures, par exemple. Vous pourrez très bien imaginer dans un appel d'offres sur la rénovation de mobilier, avoir un lot de bureaux issus de l'économie circulaire. Et donc là, vous allez avoir que des propositions d'économie circulaire ou de bureaux issus de matières recyclées. Enfin, pour imaginer des choses comme ça. Ça permet aussi de favoriser des entreprises innovantes qui ne pourraient pas répondre à l'entièreté du marché, comme pour les PME, et d'augmenter les niveaux d'exigence sur une partie du marché. Bon, après, j'ai dit, l'aspect négatif, c'est que c'est plus compliqué à suivre. Et puis, avoir un allotissement trop fin, ça peut aussi réfréner des entreprises à y répondre parce qu'ils vont trouver que c'est trop compliqué pour eux. Et donc, on peut allotir un marché par lot, mais on peut aussi allotir un marché par zone géographique. Et ça peut être un sujet quand on veut acheter d'un point de vue environnemental, ça peut être un sujet pour réduire les distances des titulaires
on va lotir par zone géographique comme ça. On peut avoir des critères plus exigeants sur les déplacements en lien avec la prestation des potentiels titulaires. Oui. Oui. Géographique. Alors, c'est-à-dire, je dis pas qu'on peut dire qu'il faut qu'on ait que le fournisseur doit être à moins de 500 km ou qu'il soit de la région Île-de-France ou qu'il soit. Non, par contre, ça veut dire qu'on peut dire qu'on a loti le marché en disant qu'on a. Ouais. Nous, on fait du lot géographique. Par exemple, pour les grands territoires, voilà, on est sur des grands territoires. J'ai 42 communes. Donc, à minima, on a loti les marchés en trois secteurs géographiques. Voilà. Ça permet à la fois d'avoir plusieurs prestataires, mais aussi potentiellement d'avoir des prestataires, d'avoir des PME, plutôt que d'avoir des très gros groupes. Voilà. Et quand on parle de géographique, là, on parle de la prestation qui est c'est pas un critère de sélection géographique. C'est là-dessus qu'il y a confusion. C'est là-dessus que j'ai tiqué. Oui. Non. C'est vraiment c'est vraiment le territoire en lui-même qui est outil géographiquement. Mais c'est le cas pour quand on travaille sur des gros territoires. Matériellement, il y a des prestations sur lesquelles on n'a pas le choix. Prestations de collecte des déchets, propreté. Si on fait tout le territoire, déjà, aucune entreprise n'a les capacités, même les gros groupes, ils n'ont pas les capacités de faire une prestation à la hauteur de ce que nous avons. Alors du coup, on divise pour que ce soit un peu plus adéquat pour tout le monde. Nous, on le fait sur le nettoiement, sur les travaux de voirie. On le fait aussi, par exemple, sur tout ce qui est entretien des espaces verts. À 42 communes, une seule société, elle ne peut pas. Donc, en fait, on a même encore plus divisé parce qu'on est à 8 lots. Et puis, on a limité le nombre de lots que peut avoir une société pour être sûr qu'ils vont pouvoir répondre à notre demande. Parce que j'entends bien. Dans l'absolu, on leur demande de faire la compétition au même moment. Hein. Donc, voilà, c'est un peu. Non, ça, je comprends parfaitement. C'est parce que comment c'était. Je vais juste sur l'allotissement par rapport à faire des lots spécifiques mobilier recyclé. J'en ai un actuellement. Il est infructueux. Oui. Il est infructueux. Et pourtant, j'ai été sur les salons, j'ai distribué, j'ai envoyé des mails, etc. Ils n'ont pas répondu. Ouais, on est obligé de repartir après, d'aller les voir, de faire sans mise en concurrence et sans publicité. Enfin voilà, on est obligé d'aller les chercher. C'est pas encore un secteur hyper mature. Hein. Sur les marchés publics, c'est un peu compliqué. Comme ça, vous avez quand même réussi à trouver un approvisionnement en mobilier de l'emploi ou en joie. J'ai le rendez-vous demain soir. Je vous dirai la prochaine fois si ça fonctionne. Ouais. Après, il y a des groupes comme Adpan, par exemple, parce que là, pour ce sûr, ils fournissent des tables de bureau qui sont recyclées complètement à 100% et qui sont produits par une entreprise en France. Oui, c'est là. Avec un reste. Oui, après là, c'est spécifique parce que c'est un bâtiment neuf avec. Voilà comment ça marche. Voilà, donc on va essayer de mixer avec les pièces iconiques parce que forcément les pièces iconiques c'est forcément du réemploi. Donc on va essayer de faire quelque chose, mais c'est compliqué effectivement d'avoir. Si on ne va pas les chercher, c'est comme Tigo, n'importe quoi. Si on ne va pas les chercher, ils répondent pas. Et ça prend un temps fou. Par rapport au. Je sais pas comment ça se passe dans une collectivité, mais par rapport au volume de marché qu'on peut avoir à passer dans une année, si on devait faire ça pour tous les marchés qu'on passe, on n'y arriverait jamais. C'est pareil pour le sourcing, il y a quand même une question de temps. Moi, j'ai pris cette formation-là parce que j'ai un marché qui s'arrête en février 2024. Je suis ultra en avance. Je n'ai jamais été aussi en avance depuis que j'ai commencé, mais parce que c'est des choses qui demandent de l'anticipation qu'on n'a pas toujours. Et c'est ce qui est dommage et ce qui peut vite être frustrant. On n'a pas tous, malheureusement, le temps de démarcher, de faire des salons, d'appeler toutes les entreprises. Et au final, quand on voit un infructueux, on est nombreux aussi à choisir la facilité en disant c'est vrai que ça simplifie, on le relance, simplifie. Moi, je vais sur les salons.
bon, j'ai une équipe qui travaille derrière. On a une plateforme de sourcing. Donc ça peut aider aussi. Puis quelquefois, on passe en dehors de la plateforme, hein, parce que quand on fait, par exemple, on a fait les véhicules, on a fait du sourcing, on a été voir, et puis au final, rien. Hein. Il y en a un qui répond, donc c'est tout juste qu'il ne faut pas leur tenir la main. Donc voilà, le sourcing ne suffit pas. Finalement, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc, il faut avoir aussi les moyens, donc à la fois humains et à la fois. Mais quand je parle des sourcing, c'est vrai que ça prend du temps, mais pour certains sujets, ça permet de. Effectivement, même si je fais du sourcing moi, sur les salons, qu'on identifie certains prestataires potentiels, c'est pas pour autant qu'ils répondent à l'appel d'offres parce qu'ils ne se sentent pas capables, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, mais c'est important quand même, parce que nous, on a travaillé avec des régions et souvent on s'est rendu compte que, notamment dans la région Occitanie, où ils faisaient jamais de sourcing et potentiellement ils passent à côté de choses assez intéressantes. Surtout pour la variante aussi après, où c'est un bon moyen aussi d'aller chercher de l'innovation et de faire des. Alors ça, la variante elle est intéressante sur des très gros marchés, mais on peut le sourcing permet aussi de donner des idées aussi pour la création de variantes. Je pense qu'on a beaucoup tendance à faire du sourcing aussi quand on est sur du nouveau besoin, sur un besoin qu'on ne connaît pas forcément. Je trouve que c'est plus instinctif de se dire bon, on va faire un sourcing parce que là, on ne va pas y arriver. Si on voulait des quantités connectées, alors, je ne sais pas quel est l'état de vos connaissances sur les quantités connectées, mais très faible. Visiblement, sur du service aussi, à un moment donné, on n'a pas d'autres solutions sur des marchés qu'on a déjà construits. Je trouve que le réflexe est un peu moins. Le choix de la facilité quand on a presque pas le temps, il se fait vite. Je regardais s'il y avait des questions sur le chat. Est-ce que j'en ai pas vu? Non, il y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Une question ou si quelqu'un d'autre a peut-être tenté un marché, un lot pareil en réemploi et qui aurait connu une fin un petit peu plus heureuse. Je sais qu'à ma connaissance, il y a 2 ans, la ville de Meudon a lancé un marché pour la bibliothèque. Mais ça fait partie du territoire et effectivement, j'ai heureusement récupéré leur cahier des charges. Mais oui, ça, je suis à la recherche de cahier des charges. Bonjour. Qui veut répondre à travailler justement les enfants. Oui, ça avait plutôt bien marché, mais effectivement, la ville de Meudon est assez puis ils ont de la concurrence, même sur des marchés où on propose des marchés plus volumineux sur des sujets équivalents, on a parfois moins de concurrence que eux qui ils ont une bonne cellule. Apparemment. Sur la variante, d'un point de vue, j'ai oublié de changer. Mais sur la variante, d'un point de vue achat responsable, c'est une bonne manière aussi de l'utiliser quand on ne connaît pas trop la maturité et qu'on ne se sent pas capable de rédiger des critères de sélection. Et donc, on peut laisser l'opportunité de proposer aux soumissionnaires des variantes, pour la rendre obligatoire. Ça permet d'aller chercher de l'innovation ou d'aller chercher des améliorations d'un point de vue environnemental. Après, la difficulté de la variante, c'est de pouvoir comparer l'offre variante par rapport à l'offre standard. Et donc là, il faut vraiment avoir un peu une unité de comparaison qui permet de vérifier que la variante répond quand même bien aux besoins et qu'elle est aussi d'un point de vue coût pertinente. Donc quand on fait une variante, il ne faut pas juste dire variante possible, il faut quand même un peu définir ce qu'on attend dans la variante et sur quel sujet on va chercher la variante. Donc là, c'est l'exemple qui est sur les batteries. Je vous renverrai la présentation avec un exemple un peu plus similé pour les achats immobiliers. Mais donc là, on avait une variante. Ça, c'était un exemple on a travaillé avec la RATP. Et c'est un exemple de variante dans un marché de la RATP où ils avaient des batteries. Et la variante, c'était l'achat, c'était des batteries de lithium-ion.
Et dans la variante, ils ont proposé une batterie qui permet de durer X temps et d'être rechargée X fois et qui est compatible avec les machines. Ils ont listé les machines sans forcément préciser que c'était pas au lithium-ion. Ça pouvait être une autre chose. En fait, c'est ça qu'ils allaient chercher. C'est autre chose que du lithium. Et donc, d'aller chercher des batteries qui seraient éco-conçues et qui ont moins d'impact que des batteries au lithium. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien définir le cadre de la variante pour montrer après aux entreprises sur quoi on les challenge quand même et qu'est-ce qu'ils doivent nous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la variante. Bon, je ne sais pas si vous en avez beaucoup utilisé sur les marchés de l'immobilier ou de c'est quand même assez rarement des tendances. Je crois pas. Je peux me brancher. Vous avez un je pense. Par contre, dans notre salle virtuelle. En vrai, j'en ai rarement vu des variantes sur quel que soit le. J'en ai vu quelques fois sur nous quand on répond à des appels d'offres sur l'accompagnement AMO sur les sujets achats responsables, sur des sponsors notamment. Mais et d'ailleurs, la variante, elle était sur comment on allait faire de la sensibilisation, de la formation sur le sponsor. Et c'est la seule fois que j'ai vu une variante sur le sujet. Et donc là, on attaque le vrai sujet qui sera ensuite le sujet le plus important et qui va ensuite être abordé plus dans le détail pendant les 2 ateliers. C'est la rédaction des clauses et des critères durables qu'on va mettre dans un DCE. Donc nous, quand on fait ce travail-là, je voulais dire, chez Bayoré, on a rédigé un certain nombre de clausiers pour des acteurs soumis à la commande publique. On a travaillé avec la région Grand Est, on a travaillé avec la région Occitanie, on a travaillé avec chez RDF, la RATP, et puis un certain nombre de bailleurs sociaux qui sont soumis à la commande publique. À chaque fois qu'on rédige nos clauses, nos critères, on procède un peu de cette manière-là, c'est qu'on regarde le domaine d'achat, la catégorie d'achat, sur l'ensemble de son cycle de vie, et on va identifier à chaque fois les impacts qui vont être générés par l'activité. Dans l'extraction de la matière première, ensuite pendant sa transformation, pendant son transport, son usage, et enfin sa fin de vie. Là, l'idée, c'est vraiment d'identifier les impacts. On n'est pas en train déjà de sécher. Parce que souvent, quand je parle de ça, et qu'on fera des exercices là-dessus la prochaine fois, on a tendance à me donner tout de suite des opportunités, avoir des labels FSC ou avoir de la matière recyclée. Là, ce que nous on fait, c'est OK, pour faire une table en bois, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de bois, j'ai besoin d'acier, j'ai besoin de plastique. Le bois, d'où il vient de forêt. Quel est l'impact de la gestion de la forêt? C'est la déforestation. J'ai de l'acier. C'est quoi l'impact de l'acier? C'est d'aller extraire le minerai, de le transformer en acier. Et pour le transformer, j'ai besoin de produits chimiques et j'ai besoin d'énergie. Et donc, je vais mettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est en fait, on liste comme ça tous les impacts. Et ensuite, on essaye de voir comment on peut essayer de diminuer ces impacts-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étape 2, les opportunités. Qu'est-ce que je pourrais demander pour réduire l'impact de mon produit sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et après, on voit si on peut demander notre des charges. Est-ce que c'est l'objet du marché? Est-ce que les fournisseurs, ils ont la main sur ces impacts-là? Parce que là, je vous parlais de l'impact de l'acier, parce qu'on va extraire de l'acier dans une mine. Bien sûr que Manutan, qui est le distributeur, lui, il sait comment et d'où vient l'acier de la table, qui est l'entreprise qui vient d'Italie ou qui vient de Génie. Et on ne va peut-être pas forcément avoir une exigence là-dessus. Mais on peut quand même avoir une exigence sur l'obligation d'avoir de la matière recyclée ou alors demander est-ce que cette table est issue de l'économie circulaire. Mais c'est à partir de ces impacts-là où on va se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour réduire l'impact de nos produits. L'idée, c'est d'avoir les exigences les plus abouties sur les impacts les plus forts de notre achat et d'éviter de tomber ce que nous on appelle le greenwashing, d'avoir des exigences sur des sujets au final qui sont assez anecdotiques parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Parfois, on peut se dire, on ne peut pas changer ça parce que on ne peut pas. Mais en tout cas, à chaque fois, on fait ce travail-là.
Et à la fin, on rédige, à partir de tout ça, on rédige nos clauses et nos critères. Quand on regarde l'achat de mobilier, là où on a le plus d'impact, c'est alors les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, ça ne veut pas dire l'ordre des impacts, hein, c'est vraiment les étapes du cycle de vie. L'étape 1, c'est l'extraction de la matière première. L'étape 2, c'est la transformation. Donc, on extrait le bois de la forêt, on extrait le métal de la mine, ensuite on le transforme en usine et ça donne une table. Ensuite, cette table, elle est transportée jusqu'à chez nous ou jusqu'au lieu où elle va être utilisée, une école, une bibliothèque par exemple. Et après, cette table, elle va être utilisée. On peut avoir de la maintenance, elle va être nettoyée. Bon, sur du mobilier, il n'y a pas forcément un vrai sujet, mais sur des fournitures comme une imprimante ou comme des stylos, ils peuvent potentiellement être rechargés. Et donc là, on va racheter des recharges, et ben, on va avoir de l'impact. On va fabriquer des nouveaux produits. Et ensuite, en dernière étape, en fin de vie, le produit il est jeté, il est démantelé, recyclé s'il peut être recyclé, ou alors il va être incinéré ou il va être enfoui en fonction de la matière et en fonction aussi de la région où on est. Et aussi de ce qu'on avait exigé dans notre appel d'offres, parce qu'on peut exiger aussi du titulaire de venir récupérer en fin de vie le produit pour qu'il soit démantelé ou qu'il soit réparé et puis remis sur le marché. Donc les étapes qui ont le plus d'impact, c'est l'extraction de la matière première, sa transformation et son transport. Au final, dans la fin de vie, il y a assez peu d'impact. Hein. L'incinération, ça pollue un petit peu, mais en général, on en refait de l'électricité, donc on a pas d'impact bénéfique. Et l'enfouissement, c'est assez peu d'impact. Et sur un mobilier, l'usage, à part le nettoyer de temps en temps, il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Et quand on fait l'ACV, je ne sais pas si ça vous parle le terme ACV, qui veut dire analyse cycle de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est méthodologie de calcul d'impact environnemental d'un produit, où on va regarder sur l'ensemble du cycle de vie quels sont les impacts environnementaux du produit. On fait ça, c'est avec des logiciels de calcul. Ça nous permet de savoir quelle matière et quelle étape ont le plus d'impact. Pourquoi je vous parle d'ACV? Parce que on se rend compte souvent que c'est les matériaux qui ont le plus d'impact. Et l'enjeu des matériaux, c'est essayer de faire en sorte qu'on en ait le moins possible à extraire. Donc, soit on passe par l'économie circulaire et on va faire du réemploi ou on va intégrer la matière recyclée, soit on va essayer de prolonger la durée de vie du produit. Là, le graphique que vous avez à gauche, c'est une ACV simplifiée. Donc, simplifiée, c'est-à-dire qu'on a réalisé. On a utilisé une méthodologie de calcul qui est assez simple pour calculer l'impact d'une table qui vient d'une entreprise qu'on a citée tout à l'heure. Parce que Manutan nous a demandé de calculer l'impact carbone de leur table issue de l'économie circulaire par rapport à d'autres tables qu'ils proposent eux-mêmes dans leur offre. Pour montrer que la table issue de l'économie circulaire a beaucoup moins d'impact carbone que les autres tables issues d'une ce qu'on appelle une économie linéaire. On a fait une ACV de leur table issue de l'économie linéaire, circulaire, qu'on a comparé avec d'autres tables issues de l'économie linéaire. Donc là, c'est la table issue de l'économie linéaire. Linéaire, ça veut dire qu'on a extrait la matière première vierge, on a coupé une forêt on a coupé un arbre, pour en faire un plateau auquel on a mis des pieds en acier. Cet acier ne vient pas de matière recyclée. On est vraiment dans une économie linéaire. Et ensuite, cette table, en fin de vie, elle sera jetée et au mieux, elle sera peut-être recyclée, mais on ne sait pas. Donc, on a fait ce calcul-là et on se rend compte que la matière première a 95% d'impact sur la durée de vie c'est la matière première qui a le plus d'impact. Ce n'est pas la fin de vie, ce n'est pas la distribution, ce n'est pas sa mise en œuvre. Ce qu'on appelle mise en œuvre, c'est l'emballage et le stockage chez le client, puis ensuite la mise à disposition pour le client, mais c'est vraiment l'extraction de la matière première. Donc c'est pour ça le vrai sujet, c'est quand on regarde l'impact d'un produit, c'est vraiment sa matière
l'extraction des ressources. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va, quand on fera nos ateliers, on va vraiment faire un focus sur les matières, donc sur le métal, le bois, les textiles aussi, parce qu'on a du textile sur des chaises. Et c'est pareil, c'est toujours ces matières-là qui ont le plus d'impact, bien plus que la transformation et l'usine qui fabrique la table. Ça a assez peu d'impact, c'est vraiment la production de cette matière. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment axer dans nos ateliers des exigences sur l'économie de l'économie circulaire, donc faire en sorte que ça soit recyclable en fin de vie, faire en sorte qu'on puisse recycler le produit en fin de vie, et faire en sorte qu'on va avoir de la matière recyclée dans le produit. Si je fais une précision entre recyclable et recyclé, une matière recyclée, c'est une matière qui a été un déchet et qui est réutilisée. Et une matière recyclable, c'est une matière qui pourra être recyclée dans le futur. Parfois, il y a ce genre de confusion. Est-ce que j'ai été clair là-dessus sur ce... Ouais. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, une question dans le chat. On a une personne qui demande, à partir du moment où nous ne sommes pas en B2C, il est parfois difficile d'établir un contrôle réel des impacts. Que préconisez-vous? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en B2C, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose à un distributeur? Oui, c'est ça. Je pense. C'est ça? Et ben en fait, c'est de leur demander, c'est là où l'allotissement peut être intéressant, de leur demander vraiment sur un seul produit d'avoir quelque chose d'avoir une très forte exigence. Ou alors, on en reparlera dans les ateliers un peu plus tard, c'est demander des écolabels. La capacité aux distributeurs de vous proposer des produits avec des écolabels et les obliger à identifier les écolabels de leurs produits. Je vais encore reparler de Manutan parce que nous, on les connaît bien. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, je ne dis pas que c'est avec eux qu'il faut travailler, mais nous, on les a accompagnés sur ce genre de démarche. Et justement, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'appels d'offres publics, on les a aidés à travailler sur l'identification de l'ensemble de leurs produits qui sont labellisés. Donc, on les a aidés, on a fait un questionnaire qu'ils ont envoyé à leurs propres fournisseurs pour pouvoir identifier les produits écolabellisés. Et comme ça pouvait ressortir dans leurs offres. Donc, c'est ça que vous pouvez faire, c'est demander à vos fournisseurs de mettre en avant les offres écolabellisées. Et après, vous pouvez vous-même en interne vous objectiver et dire, nous, on va s'obliger à acheter X% de produits écolabellisés par rapport au catalogue que nous proposons. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si j'ai été clair dans la réponse. Je crois que c'est la seule dans le chat. Oui. La question se pose pour les petites structures, notamment de l'ESS, qui récupèrent par exemple du bois de construction, des choses comme ça, et ils ne peuvent pas répondre aux appels d'offres parce que justement, ils ne sont pas capables de se forcer d'avoir leur label version. C'est là où... C'est pour ça que c'est avec la flexibilité à ce niveau-là. C'est là où on peut allotir le marché et dire s'il y a une partie de certains mobiliers, on va dire ceux-là, on va travailler qu'avec les structures de l'ESS. C'est-à-dire sur l'achat. Après, moi là, je ne suis pas juridique, mais normalement, vous pourriez dire sur une certaine gamme de produits, ça, on va l'allotir. Le marché réservé à l'ESS, c'est très, très, très limité à 10 secteurs d'activité et justement, l'économie circulaire, la directive européenne n'a pas été intégrée dans la loi française et donc on ne peut pas faire de l'eau réservée à l'ESS. Toute une difficulté, justement. Sans forcément dire que c'est... après, c'est là où il faut aussi le jouer. Il faut jouer sur les critères. C'est ça, c'est... Sans forcément dire qu'on va là-dessus, mais pour moi, c'est le seul moyen d'arriver à faire l'allotissement. Sinon, effectivement, ou alors ça va être sur un tout petit marché, d'identifier vraiment ce marché-là et dire suivant. Mais après, ça fait un travail mensuel. Pour le mobilier, effectivement. Ou alors, c'est d'inciter, et c'est ce qu'essaye de faire un certain acteur, c'est d'inciter vos propres fournisseurs de eux-mêmes travailler avec l'ESS et qu'ils proposent des gammes qu'ensuite vous pourriez dans leur catalogue. Mais
Derrière, c'est pas spécifié enfin, c'est compliqué de demander ça dans un appel d'offres. Ouais. D'accord. Petite question. On va réfléchir ensemble. Enfin, je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse, mais quels sont pour vous les impacts environnementaux les plus forts liés à l'achat de bureaux en bois? Là, comme ça, instinctivement, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? La déforestation. La déforestation, ouais. Ouais, effectivement. Premier truc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'énergie. Le transport. Le transport. Alors, l'énergie qui serait liée à quoi? Abattre un arbre, voilà. Ouais. Déjà, pour l'utiliser ensuite, Le transport. Ouais. Transport parce que quelquefois, même si les forêts sont gérées durablement, etc., elles sont gérées durablement loin. Donc, c'est une voie, il arrive. Tout à fait. Donc, les émissions de gaz à effet de serre liées au bois et à la découpe et au transport du bois. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre impact? le traitement du bois. Oui. Produits vernis chimiques, Les etc. vernis, les peintures. L'école aussi. Parce qu'on va retrouver là-dedans, on a du mélamine. Ceux qui ne me voient pas, je touche une table en bois. Et dans cette table, il y a plusieurs. Souvent, c'est des débris de série qui sont collés pour donner quelque chose de très compact. Et ces cols-là ont un impact sur la santé et sur l'environnement. Oui, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Du coup, dans le chat, on a à peu près les mêmes réponses. L'extraction, santé environnement avec les peintures vernis, les dérivés du pétrole et la pollution de l'air. Pollution de l'air, exact. De l'air, pardon. Qui sont liées au COV, qui veut dire composés organiques volatiles, qui sont liés à l'utilisation des cols et des peintures et des vernis. Donc là, je crois que vous les avez tous cités. Déforestation, pollution chimique liée à la production et à l'usinage des pièces plastiques et métalliques, pollution chimique liée à la production des cols, peintures et vernis, émissions de COV et émissions de CO2 liées à l'extraction, à la production d'acier, la déforestation, l'usinage et le transport. On a c'est quasiment tout. Et donc ça, c'est quand nous, on a fait la CV pour la table, mais quand on regarde les ACV de publications scientifiques, c'est ça qui ressort toujours au plus fort. Et donc, c'est là-dessus où il va falloir imaginer des critères ou des clauses qu'on pourrait avoir dans le marché. Donc, qu'est-ce que là, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait demander pour essayer un peu de réduire cet impact? Qu'est-ce qu'on pourrait demander pour vérifier qu'il y ait limiter la pollution chimique, peut-être? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait demander dans Peut-être des cols et des peintures. Ouais. Pas non aussi. ça aussi? Ouais. Avec des normes européennes. Ouais. Tout à fait. Après, le lieu d'extraction, alors même si notre impact est limité, et peut-être justement exiger des forêts gérées durablement, faire attention au type de bois qu'ils nous proposent aussi. Parce qu'il y a des bois qui utilisent plus d'eau ou moins d'eau, donc ça pousse vite, mais c'est pas. Justement, ça demande beaucoup d'eau. Ça peut être aussi l'utilisation de véhicules peut-être propres, alors soit Euro 6, soit hybride ou électrique, qui limite l'émission de. Ouais. Est-ce que sur le chat, il y a des personnes qui ont... Non, on n'a pas de proposition sur le chat. Ok. Alors nous, très rapidement, ce qu'on a imaginé, demander du mobilier dont on voit est certifié FSC, PEFC ou équivalent. Donc ça permet de vérifier qu'il vient de forêt gérée durablement. Juger les soumissionnaires sur leur capacité à proposer du mobilier avec des pièces métalliques ou plastiques issues du recyclé. Donc ça, on pourrait avoir un critère qui accorde des points sur pourcentage. Ça, c'est un critère qui est facile, qui est réalisable uniquement si on rédige un cahier des charges spécifique pour un mobilier en particulier, mais pas du tout quand on est avec un distributeur.
Ceci dit, on pourrait très bien demander à avoir des critères de jugement sur la capacité du fournisseur à proposer du mobilier qui contient de la matière recyclée. Enfin, on ne va pas le demander comme ça, mais on peut demander qu'il soit éco-conçu. Et dans l'éco-conception, il y a la possibilité d'avoir de la matière aussi. Donc ça veut dire que le soumissionnaire, il doit être capable de flaguer sur son offre l'immobilier de ses propres fournisseurs qui répondra à cette question-là. Et après, on peut imaginer des points si l'offre du soumissionnaire propose plus de 15% de références identifiées comme éco-conçues, il a des points. Si c'est en dessous, il n'a pas les points. On peut imaginer des choses comme ça. Juger les soumissionnaires sur... c'est pas très bien dit. Juger les soumissionnaires à éco-concevoir ou à proposer un bureau issu de l'économie circulaire. Donc là, pareil, c'est quand on rédige vraiment un cahier des charges spécifique à un produit en lui-même. C'est sa capacité à proposer, à faire de l'innovation sur l'éco-conception. Et là, on pourrait très bien transformer ça en variante sur l'éco-conception. Juger les soumissionnaires sur l'empreinte carbone de leurs prestations. Là, pareil, c'est quand on va rédiger un cahier des charges spécifique à un mobilier, on pourrait imaginer une calculette en fonction des matériaux. On demande au soumissionnaire de remplir une petite calculette carbone. Ou en fonction des poids des matériaux et des choix des matériaux, on calcule un impact carbone et on peut attribuer des points en fonction de cette empreinte-là. Ça, c'est compliqué à réaliser. Mais moi, ça, c'est quelque chose, par exemple, que les élus demandent. Ouais. Mais alors, comment le mettre en œuvre? C'est un peu... C'est très... Je sais que les élus le demandent beaucoup parce que pour eux, ils s'imaginent que c'est facile et puis ils sont habitués au scorecard, au score Nutri-Score par exemple. Et puis là, dans les vêtements, on a un peu un score qui arrive sur l'empreinte environnementale du vêtement. Donc ils s'imaginent que c'est simple, mais non, c'est assez compliqué. Il y a deux manières de faire. La manière qui répond de manière un peu plus proche à cette exigence, c'est de proposer une calculette où on impose un indice de matière et derrière chacune de ces matières-là, on a ce qu'on appelle un facteur d'émission qui dit pour produire 1 tonne ou 1 kilo de bois ou de plastique, ça émet tant en CO2. Et derrière, en fonction des réponses du soumissionnaire, il dit moi, ma table, elle a 50 kilos de bois, 3 kilos d'acier, et ça calcule un impact. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Enfin, simple. C'est quelque chose qui se réalise assez simple quand on a la compétence en interne. Par contre, le désavantage de ça, c'est que si on a un soumissionnaire qui arrive avec une matière qui est innovante et qui n'est pas dans la liste, où on n'a pas de facteur qui permet de faire la conversion en carbone, il sera défavorisé. Donc, c'est le point faible de cette méthode-là. L'autre manière de faire, c'est demander aux soumissionnaires de proposer une ACV de leurs produits. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ACV, c'est-à-dire analyse de cycle de vie. Donc, ils calculent eux-mêmes l'impact de leurs produits. L'ACV, c'est normé. Il y a plusieurs normes qui disent comment on doit prendre les ACV. Par contre, chacun est libre, quand on fait une ACV, d'utiliser les bases de données de conversion entre ces fameux facteurs qui convertit des matériaux en impact carbone, en impact environnemental. Chacun est libre d'utiliser la base de données qu'il veut. Donc, il peut y avoir des différences dans les résultats. Et puis aussi, il n'y a aucune obligation d'intégrer toutes les étapes du cycle de vie dans la CV. Donc, on peut très bien avoir une entreprise qui va bien jouer le jeu, qui va prendre en compte toute l'extraction de la matière première et toutes les étapes de transformation, quand d'autres vont pas prendre en compte certaines pièces du produit, vont pas prendre en compte certaines étapes. Et donc, on va avoir des résultats qui sont faux. Nous, on a travaillé avec la RATP sur ce sujet-là, où ils ont demandé, alors c'était pour les achats de bus, qui sont maintenant en service. C'est les fameux bus qui ont pris le feu, je sais pas si ils ont pris ça. Non, c'est pas notre faute. Et du coup, ils avaient un critère où ils demandaient à leurs fournisseurs de faire la CV de leur bus. Et nous, on a été mandatés pour analyser les réponses des fournisseurs. Et là, on a vu qu'il y avait certaines entreprises
qui n'avaient pas pris en compte l'impact de la batterie, par exemple, ou d'autres qui n'avaient pas, voilà, donc qui n'avaient pas pris en compte le châssis, ou les pneus, ou qui n'avaient pas pris en compte parce que dans la demande de la RATP, c'est de produire un bus et de l'utiliser pendant 5 ans. Et sur ces 5 ans, il y a des pièces à changer, puis il y en a qui n'ont pas pris en compte la maintenance. Donc, c'est vrai qu'on avait des résultats qui étaient complètement différents. Mais en fait, peu importe le résultat, ce qu'on jugeait, c'était la maturité de l'entreprise à faire la CV. Donc, on ne regardait pas vraiment les résultats, est-ce que c'était 3 tonnes, est-ce que c'était 5 tonnes, c'est est-ce que la méthodologie pour faire la CV était bonne. Et si on estimait qu'elle était bonne, ils avaient les points. Et si on estimait qu'elle n'était pas bonne, on leur demandait de revoir. Puis celui du 3e round, pas bon, ils n'avaient pas les points. Et pourquoi ils demandaient ça? Parce qu'ils voulaient qu'une fois que l'entreprise qui allait être sélectionnée réalise la CV de chaque livraison de nouveau bus. Donc tous les ans, à chaque fois qu'il passait une commande, je ne sais pas la fréquence des commandes, mais à chaque fois qu'il allait avoir une nouvelle commande, le titulaire devait refaire la CV des bus. Et d'année en année, l'impact environnemental, l'impact carbone doit réduire. Et ils ont des bonus-malus en fonction des résultats. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y avait cette exigence-là. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que d'ailleurs, on a du coup, commission d'exécution du marché, du coup, un critère de jugement, une clause où on va les obliger et on peut faire un reporting et puis aussi challenger derrière les entreprises. Là, je ne crois pas que la RATP avait une exigence de pourcentage de réduction, c'était juste qu'il faut que ça réduise. Mais on peut imaginer. Une clause de performance. Voilà, une clause de performance, on peut imaginer que ça doit réduire de 5%. Après, cette clause de performance, elle doit être aussi discutée, parce qu'il y a peut-être un moment où on ne peut plus réduire, on est au maximum. Ou alors, ça va être un problème d'un point de vue qualité ou d'un point de vue sécurité. Mais voilà, en tout cas, il y a ça. Donc, c'est 2 manières de faire. Il y a une manière où vraiment on juge l'offre, mais derrière, on peut fermer la porte à certaines entreprises parce qu'on n'a pas pris en compte leurs innovations. Et de l'autre, on juge plutôt la maturité du fournisseur à réaliser ce calcul-là. Et après, par contre, ça nous demande plus de travail parce qu'il va falloir régulièrement leur redemander de refaire ce calcul d'impact pour vérifier qu'il y a bien une réduction. Ça, on en reparlera dans les ateliers, comment on peut construire ça et comment on peut un petit peu imaginer ces outils de calcul-là. Donc, je ferai un focus exprès là-dessus. Et enfin, dernière exigence, exiger du titulaire de proposer des bureaux certifiés E0, qui est un label, c'est pas un école label, c'est une certification européenne. Il y a E0, E1 et E2 qui a on va dire un peu une note sur les émissions de formaldéhyde et de COV. E0, c'est le mieux, E2, c'est le plus mauvais. Et donc, s'assurer qu'on n'ait que du mobilier qui soit certifié E0, donc qui a un faible taux d'émission de COV et de formaldéhyde. Et ça, c'est assez intéressant, surtout quand on est sur du mobilier intérieur, dans les écoles, d'avoir cette certification-là, parce que c'est vraiment l'un des vrais problèmes du mobilier en phase d'usage. Quand on est sur le cycle de vie du mobilier, c'est le principal impact environnemental et surtout pour la santé, c'est ces émissions de polluants qui vont être émis pendant plusieurs semaines, mois, voire années. Et quand on est avec un public sensible, dans une pièce fermée, ça peut être un sujet, ça va générer des irritations. Enfin, même là, sur du long terme, ça peut favoriser le développement de cancer. Là, c'est des exemples. C'est des choses qu'on voit très souvent. Quand on fera les ateliers, on ira un peu plus loin, on ira chercher des choses un petit peu plus approfondies. Puis surtout, on imaginera après, c'est bien beau de demander ça, mais après, ça veut dire que vous, en tant qu'acheteur, vous allez devoir contrôler les réponses des soumissionnaires. Et donc, on verra aussi qu'est-ce qu'on attend. Un label, c'est facile, disons, il n'est pas. Mais après, pour l'éco-conception. Ouais, c'est plutôt l'éco-conception qui me. Je ne vois pas comment l'analyser et comment est-ce qu'on est sûr que ce qu'on nous propose, c'est pas du. On en reparlera de l'éco-conception pendant les ateliers, mais c'était le risque un petit peu, ouais. Bon, je pense que vous le savez, mais après, vous aurez le support, vous pourrez le réutiliser même en interne. Clause, c'est une exigence ferme, critère, c'est pas une obligation d'y répondre, au mieux disant, et ça rapporte des points. On peut avoir une pondération sur les critères. Et puis les clauses, on va retrouver ça soit dans les spécifications techniques, dans le CCTP, soit dans les conditions d'exécution lors de l'exécution du marché. Et les critères, on va les retrouver dans les
versé par la consultation. Avoir en tête quand même que les critères, il faut que ça soit proportionné par rapport à l'objet du marché et contrôlable. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir, alors je ne sais jamais si les acheteurs le font toujours bien, mais en tout cas, de vérifier que ce que dit le fournisseur dans son offre, est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut à chaque fois qu'on imagine un critère, être capable d'analyser la réponse que donne. C'est bien pour la source en interne qui permet de faire. Mais c'est pour ça que je pense que nous, en l'occurrence, on est un peu plus avancé sur tout ce qui est plus social, parce qu'on a une entreprise d'insertion avec laquelle on bosse, et qui, du coup, on sait que derrière, on a quelqu'un qui a la compétence pour analyser, on a quelqu'un qui va être en capacité de nous dire là, ça va pas du tout. Et qui, en plus, derrière, au moment de l'exécution, va vraiment aller sur le terrain, voir l'entreprise, voir comment ça se passe. Et du coup, sur les critères, sur tout ce qui est environnemental, je trouve qu'il y a il y a un trou de compétence, en fait, sur les capacités d'analyser ça. C'est-à-dire que quand on le propose au service, c'est tout de suite, très bien, mais vous l'analyserez vous-même. Bah ouais, mais en fait, c'est pas moi qui vais les utiliser, les tables et les chaises, déjà. Et puis, on n'a pas toujours. Mais nous, si on devait avoir la compétence sur tout le marché de passe, c'est ultra compliqué. et puis débordé. C'est débordé. Quelquefois, ils mettent des critères, on dit, mais vous savez, vous êtes sûr, vous savez comment vous allez les analyser. Oh, oui, pas de problème. Et puis, au moment de l'analyse, ils sont bien embêtés parce qu'en fait, ils se retrouvent avec des choses qui se recoupent dans les critères. Et c'est compliqué, on ne peut pas dire. On ne peut pas le juger deux fois. Pas le juger deux fois. Donc, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond, mais en même temps, on les oblige à se poser des questions. Ça. Quelquefois, ils disent ouais, on sait ce qu'on fait. Hein, et puis, en fait, quand ils sont face à l'analyse, et qu'on pose des questions, là, je ne sais pas si c'est ça le pire, ou là, moi, j'ai un agent qui m'a dit je voudrais analyser pas la politique RSE de l'entreprise, mais les dispositifs qu'ils ont mis en place, typiquement sur un marché de distribution et d'impression et de distribution, sur comment ils transportent, est-ce qu'ils transportent de manière environnementale les tracts d'une boîte aux lettres à l'autre, comment ils font, machin. Est-ce qu'il y a des filles et des garçons dans les équipes, quelque chose d'un peu large, mais adapté au fait que ce soit de la distribution. Très bien, pas de problème, je vais faire des recherches, je fais des propositions. Par contre, je ne serais pas en capacité de l'analyser. Alors, pourquoi tu me demandes ça? C'est vraiment, tant que tu as fait tes recherches, du coup, tu vas l'analyser. En fait, je ne sais pas trop si je préfère qu'on me le dise avant ou après. C'est pour ça, si par exemple pour la RATP, ils sont venus nous chercher parce qu'ils n'avaient pas la compétence en interne pour ce critère-là. Et quand on a travaillé avec la région Grand Est aussi, pareil, ils sont venus nous chercher pour ça. Et en plus, au-delà de ça, après, on a les entreprises quand elles répondent qui ne fournissent pas forcément toujours le document. Vous dites, si regardez, c'est dans le politique et puis ça fait 80 pages. Et donc, il faut aller analyser, regarder ces documents et analyser la politique de chaque niveau. Alors, nous, on limite ce genre de choses parce qu'on fait un cadre de réponse technique et c'est beaucoup plus simple que d'aller lire les 90 pages. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les regarder les 90 pages, mais au moins, ce dont on a besoin, c'est pour tout le monde au même endroit. Voilà, c'est exactement ça. Surtout ça, si on empêche le service. Parce que le nombre de fois où on a eu un nombre de multiples rejets, là, on a eu une mauvaise note parce qu'on dit qu'on ne l'a pas mis, mais en fait, c'est un page 4. Ah oui. C'est ça. Maintenant, on fait des réponses. Je crois que ça se démocratise vachement. Ouais. Oui, mais. Timara qui va mettre CF. Oui, c'est. Voilà. Voilà, alors, quand ils se font un page, quand ils mettent CF, en fait, on leur demande la page. Ouais. On leur demande, et si on ne l'a pas, on fait un complément sur un teneur de l'offre et on leur demande le renvoi aux pages. Parce que si ça fait 220 pages, il y a des, notamment si on fait du gardiennage ou n'importe quoi, on va se retrouver avec des mémoires techniques qui sont comme ça. C'est impossible de trouver même le nettoyage. Hein.
Si on n'a pas quelque chose qui est cadré, C'est pareil pour les bordereaux quand on les met en Excel, qui nous les envoie en PDF. Ok, super, mais je le remonte comment? Ouais, c'est ça. J'ai 500 lignes de oui, je vais m'envoyer. Parce que je ne vais pas m'amuser à tout rentrer à la fin. Est-ce qu'il y a des questions sur la personne qui sont ici? alors, on a une personne qui nous a demandé tout à l'heure, mais en fait, vous y avez répondu au fur et à mesure par rapport à quand on était sur les opportunités, en fait, limiter les impacts, juger les soumissionnaires sur l'empreinte carbone de la prestation. Donc, elle demandait comment est-ce qu'on pouvait formaliser cela pour avoir des réponses comparables entre elles. Donc, c'est là que vous avez proposé 2 types de méthodes, enfin de méthodes différentes. Et du coup, ensuite, question complémentaire. Existe-t-il des outils de calcul sur certains types de produits immobiliers? Je pense notamment côté ADM qui permettrait de demander au candidat de faire une ACV ou au besoin simplifié sur la même méthode de calcul. Il y a tout à fait un outil qui existe, qui est développé par l'ADEME, qui à la base sert à faire l'éco-profil pour un affichage environnemental. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc il y a une loi qui est en discussion actuellement pour avoir des affichages environnementaux sur quelques catégories de produits. Il y a le textile, mais il y a aussi le mobilier. Et donc, il y a cet outil-là qui est développé par l'ADEME qui s'appelle Ecoprofil ou Ecomeuble. Ecomeuble, mais alors il ne faut pas taper Ecomeuble sur Google parce que ça renvoie vers une entreprise qui s'appelle Ecomeuble. Je vous enverrai le lien la prochaine fois. D'ailleurs, on s'en est un peu servi quand on a fait la CED simplifiée pour Manutan. Donc, ils font des ACV simplifiés. Donc, ils font, sans trop rentrer dans les détails techniques, la différence entre une ACV simplifiée et une ACV, c'est que dans la ACV normale, on peut remonter l'origine d'un impact environnemental jusqu'à la mine, par exemple, ou jusqu'à vraiment l'endroit où est produit la matière première. Là où l'ACV simplifiée dit juste ce qui a le plus d'impact, c'est l'acier ou c'est le bois. Mais on ne sait pas quoi dans l'acier ou quoi dans le bois. Alors qu'avec une vraie ACV, on peut dire que c'est l'étape de machin qui se fait dans tel pays qui a le plus d'impact. Mais du coup, est-ce qu'on peut imposer la Vous méthode? pouvez imposer, alors vous ne pouvez pas imposer un outil, D'accord. mais vous pouvez dire que vous attendez une ACV simplifiée réalisée avec base impact de l'ADEME ou Ecomeuble de l'ADEME aussi. Ou équivalent. Ou équivalent. Ok. Mais derrière, les avantages, c'est que si c'est ou équivalent, ils vont utiliser un autre outil avec des bases de données qui seront différentes, potentiellement des réponses, des résultats qui seront différents. Et en fait, c'est là où, si vous voulez juger les résultats, nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des appels d'offres comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'attribue pas les points aux soumissionnaires qui ont des résultats qui sont trop divergents de la moyenne. C'est-à-dire que si c'est anormalement bas par rapport à la littérature, ou si c'est trop par rapport à la littérature, on estime qu'il y a une erreur dans leur méthodologie. Et on regarde que ceux qui sont dans la fourchette médiane de ce que dit la littérature. Donc, du coup, ça demande d'avoir un peu de connaissance sur les publications scientifiques sur les ACV. Ouais. Mais oui, mais vous pouvez très bien demander derrière à réaliser un éco-profil et ensuite demander à votre titulaire, une fois qu'il a remporté le marché, de le refaire régulièrement ou de le faire sur toute la gamme de leurs produits et derrière de les challenger là-dessus. Et en fait, derrière, vous les obligez d'utiliser toujours la même méthode. C'est ce que j'ai fait. Très rapidement, parce qu'il va bientôt être 16h. Et ça, on y reviendra en atelier. Comment on choisit un critère ou une clause? Il y a plusieurs raisons à ce que ce soit une clause. C'est soit la maturité du marché, soit l'enjeu lié à l'impact du produit. La déforestation, c'est le sujet principal d'un mobilier en bois. Donc là, on peut avoir nous, on recommande fortement d'avoir une clause sur le label FSC. C'est d'obliger, en fait, à ce que le produit soit labellisé. Mais après, il n'y a pas de loi, c'est aussi en fonction de vos capacités d'analyse et aussi le marché en lui-même. Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est d'avoir une exigence où on sait que la quasi-totalité des entreprises vont y répondre. Donc, on met en clause. Et ensuite, on va mettre un critère sur la capacité d'aller plus loin que l'exigence. Par exemple, d'avoir une matière, on peut exiger d'avoir minimum 5% de matière recyclée. Et ensuite, on accorde des points si les soumissionnaires sont capables de dire moi, je peux aller jusqu'à 20% ou 30%.
Donc ça, c'est vraiment, on va là-dessus, parce que ça permet de mettre à la page ceux qui ne sont pas encore bons et qui n'ont encore jamais intégré de matière recyclée, de le faire parce qu'on est sur un pourcentage qui est réalisable. Donc déjà, ils s'y mettent, et puis peut-être que plus tard, ils seront capables d'aller plus loin, et ensuite, on incite comme ça à aller le plus loin possible. Là, je vous ai mis ici les écolabels qu'on va retrouver le plus souvent dans l'immobilier, donc on a et les fournitures. Donc on a ici les labels gouvernementaux qui sont portés par un État. Ici, portés par des associations, donc c'est le cas de PVC, FSC, Ecotex, qui est un label sur le textile, qui est le cuir. Puis là, bon, ça c'est une slide qu'on montre en formation. Souvent, il y a aussi des marques qui s'auto-inventent des propres labels, Maison Verte, Renault Eco2, Monoprix Vert. Alors là, c'est flagrant, mais on a parfois des subtilités où il y a une gamme qu'ils vont appeler la gamme verte ou la gamme responsable, mais ça ne peut être responsable que dans le nom. Donc il faut faire attention à ça, ce ne sont pas des écolabels. Un écolabel, c'est défini par un cahier des charges qui est en libre accès, qui est audité par une entreprise extérieure. Et le label est aussi extérieur à l'entreprise qui affiche le label. Puis là, vous avez des symboles divers en bas à droite qui veulent juste dire l'ALU et le PEHD. Le petit triangle 2, c'est la composition de la matière. Ça, c'est des labels des affichages, des symboles qu'on va retrouver sur le packaging. Voilà. Mais ça, bon, souvent, on a, alors pas des acheteurs, mais des agents qui confondent un peu ça, et puis même dans le privé, des acheteurs, par contre, les acheteurs en privé ont moins de maturité que les acheteurs dans le public, notamment sur ces sujets-là, et donc, parfois ils ont l'impression que ce qu'ils ont acheté est écologique parce qu'il y a les doubles flèches qui veulent dire que l'entreprise a payé une hypothèse. D'ailleurs, ce symbole-là a disparu parce que il y a trop de confusion chez les consommateurs. Mais on y reviendra sur ces labels-là, et dans la boîte à outils, à la fin, vous aurez tous les labels qui existent et les catégories de produits qui sont labellisés. Par exemple, les enveloppes sont labellisées par ENF Environnement, alors que les stylos sont labellisés par la fleur européenne, qui est tout en haut à gauche. Et puis, il y a des différences entre FSC et PEFC, il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. Entre Blanche Bleu et ENF Environnement, il y en a aussi un qui est un peu mieux que l'autre. Généralement, Blanche Bleu, qui a l'éco-label allemand équivalent à ENF Environnement, est mieux que sur quasiment tous les produits, est mieux que ENF Environnement, mais il y a parfois des petites subtilités où ENF est un peu mieux. Et ça, je vous dans la boîte à outils, je ferai un petit résumé de tout ça. Ça, on y reviendra parce que là, il faut qu'on avance un petit peu. Juste sur la suivi du marché, mais en fait, on en a parlé, hein, c'est l'exemple de clause pour le suivi du marché qui est tout en bas, c'est le cas de la RATP. C'est encore... la RATP, c'est la première entreprise que j'ai vue à utiliser ce type de clause, que ce soit public, privé, même dans le privé, pour le coup, sur le carbone, ils ne sont pas du tout matures. Et là, vous, en tant qu'acheteur de la fonction publique, vous avez un vrai levier de décarbonation de la société sur ce côté-là. Donc, on va en parler pendant le cours de travail, justement, comment on peut créer ça, et quoi il faut penser, et comment on peut analyser des résultats aussi. On en parlera. Pour les next, je fais un peu vite parce qu'il est déjà 16 heures. Pour les next steps, donc on a un atelier la semaine prochaine, un autre dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus. C'est le vendredi, en tout cas, c'est le vendredi 9. Dans 2 semaines. On va, ce que je vous ai dit, on va pour la semaine prochaine travailler sur les 2 premières étapes du cycle de vie, parce que c'est là où il y a plus de choses à faire. Et après, on va travailler sur les autres étapes. Ces ateliers-là, on va un peu approfondir les enjeux et essayer d'imaginer des clauses et des critères. L'idée, c'est qu'à la fin de cette journée, on ait une liste un peu à la prévère de tous les sujets que vous aimeriez qu'ils soient travaillés dans un clausier, donc un critère. Et moi, derrière, je les rédigerai avec copier-collable. J'indiquerai à chaque fois les documents qui seraient attendus, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux fournisseurs pour vérifier, enfin, ce qu'on pourrait vérifier par rapport à cette exigence-là, la difficulté de réalisation et potentiellement le coût que ça peut avoir sur la prestation, parce que exiger
un bois labellisé FSC ou exiger de la matière recyclée, ça peut avoir un peu plus, un prix un peu plus élevé. Parfois parfois non. Donc ça, je l'indiquerai aussi dans le livrable à la fin. Ce qui, moi, m'aiderait beaucoup, c'est que soit dans la discussion aujourd'hui, soit vous pouvez m'envoyer un mail d'ici la fin de la semaine, c'est si vous avez des attentes très particulières pour les prochains ateliers, si vous avez un marché qui va arriver sur un... Alors là, vous m'avez un peu dit, il y a un marché qui va arriver, mais sur un produit très spécifique, vous avez un sujet vraiment très spécifique, dites-le moi, je vais essayer au maximum de l'intégrer dans mes ateliers. On sera normalement une vingtaine. Essayez d'être le plus possible en présentiel parce que sinon ça va être compliqué de faire les ateliers à distance. On fera des groupes et donc potentiellement je vais essayer de regrouper les personnes sur des sujets qui leur parlent le plus. Sur le côté social, j'essaierai de créer un groupe là-dessus, ça va approfondir. Entre guillemets, c'est justement ce marché immobilier pour favoriser des entreprises de l'ESS. Oui. Pas forcément une entreprise d'insertion, mais de l'ESS local. On va essayer de... C'est pour ça, moi, je vous disais, ma vraie spécificité, c'est l'environnement. Mais je vais réfléchir, parce qu'on a quelqu'un en interne qui est plus spécialisé sur ce côté-là. Donc, je travaillerai avec lui pour voir comment on peut articuler une partie d'exercice là-dessus. Donc voilà, envoyez-moi sur la discussion Teams, je vais y avoir accès après. Hein. Donc si vous voulez rédiger dedans ce soir, demain ou à la fin de la semaine, vous pouvez. Ou par mail, je vais vous mettre.